On est en plein cœur de l'innovation, ici, dans l'espace immersif d'Innova à l'Université d'Ottawa. C'est un espace vraiment incroyable qui a été conçu pour faire de la recherche, de la formation, de la collaboration avec de la technologie haute définition, là, vraiment à la fine pointe de l'innovation. Il y a même un système d'hologramme complet. C'est vraiment cool. Finalement, c'est l'endroit parfait pour accueillir le sommet sur la désinformation climatique organisé par le Laboratoire sur l'intégrité de l'information. Ça se passe juste ici. Mais même si cet espace donne un avant-goût du futur, le futur, lui, est en péril. Je me présente, Chloé Antouma, rédactrice en chef de Les Connecteurs, et en marge du sommet, je vais recevoir des invités issus des domaines des médias, de la com, de la tech, des politiques de gouvernance et de transparence, pour finalement aborder ce fléau qu'est la désinformation climatique, mais aussi des solutions et des pistes de solutions pour contrer la tendance. La désinformation climatique. C'est un jeu des plus conséquents de notre époque, probablement. Le discours qui prédomine vraiment largement là, dans les types de déni qu'on a classés, c'est vraiment le fait que les autorités politiques et scientifiques ne sont pas fiables. Donc, une grande méfiance envers les autorités qui vont parler du changement climatique. Science tells us that we must act now to limit the worst impact of climate change. I've been saying this for almost 30 years now. And it's all been, deny, delay, deceive. Alors Camille, merci d'être avec Les Connecteurs. Là, c'est quoi le défi, selon toi, le défi principal quand il s'agit de lutter contre la désinformation climatique? Un des grands défis qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années, c'est le pouvoir des propriétaires des plateformes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des propriétaires de réseaux sociaux, par exemple, qui sont rentrés dans une croisade non seulement contre le débat public et l'accès à l'information fiable, mais aussi contre toutes les régulations sur le changement climatique et les efforts qui sont menés sur le changement climatique. Et ils mettent au profit de certains narratifs leurs outils, leurs plateformes et leurs technologies afin de disrupter en quelque sorte le débat public sur l'accès à l'information fiable et sur le changement climatique. Climate change is the existential challenge of our time. The online world and social media platforms in particular have served as a primary space for the spreading and flourishing of both climate misinformation and disinformation, and AI technologies have only amplified the volume and scale of the misinformation fire hose. And particularly as it's being used to develop and fabricate news and journalism, and how often the business model of the internet is monetization, and it's monetizing a lot of this information around generative AI. We had a foreign company remove new Canadian journalism completely out of one of the most used platforms that operate during a time of wildfire crisis. The fact that the media were censored on platforms like Facebook, and there were people who were like, oh really? Still not aware that for something like 2 years, the actual verified information has not been on their feed. But now we have TikTok to worry about, and that's I know older people who take that as news, and that's what they believe. Il y a beaucoup un discours qui va être plutôt de méfiance envers le gouvernement, les scientifiques, les ONG, en disant juste qu'on cherche à nous manipuler, à réduire nos libertés, que les solutions sont inefficaces. Donc c'est vraiment un discours qui va miser à la fois sur la méfiance qu'on peut avoir envers les institutions, puis sur le fait que peut-être des gens parfois ont l'impression que leurs actions n'ont pas d'impact. Donc on va jouer là-dessus pour créer ce sentiment-là pour différentes raisons. On a étudié des groupes notamment québécois qui étaient financés par des grands lobbies pétroliers ou d'exploitation des ressources naturelles, puis qui, eux, ont un intérêt à ce que, par exemple, on ne veut pas nécessairement adopter certaines mesures qui vont peut-être être négatives pour leurs revenus. Il y a aussi une influence idéologique. Donc, on voit que certains leaders qui, justement, partageaient déjà de la désinformation ou des thèses complotistes sur d'autres sujets sont ceux qui en partagent aussi sur la désinformation climatique. Donc, c'est pas juste l'IA, puis il y a vraiment derrière des idéologies qui propagent ces discours-là. Si on veut protéger l'intégrité de la science ou si on veut être capable d'avoir des dialogues démocratiques qui sont productifs, des politiques publiques qui permettent d'arriver à plus de justice sociale, un des fondements de ça, ça va être une information qui est de qualité,
et donc une opinion publique qui n'est pas manipulée par toutes sortes de faussetés, de fausses informations. Donc, on est vraiment, on travaille vraiment sur c'est un de nos piliers sur lesquels on doit agir. So Jennifer, thank you so much for being avec Les Connecteurs, with Les Connecteurs. Let's talk about maybe the main challenge when it comes to climate disinformation specifically. We know that we need better partnerships. We need coalitions. We need coalitions going from the global level right to the local level. How do we make sure that the public has access to data, to clear information that allows them to make decisions around climate policies? Comment on fait quand on est dans un contexte un peu polarisé comme on l'est à l'international au niveau politique? Comment on fait pour rallier toutes les parties autour de la cause climatique et surtout changer un peu les discours, la narrative un petit peu négative qu'on entend là-dessus? Je pense qu'au final, on a des problèmes avec l'environnement médiatique dans lequel on est. Mm-hmm. Il me semble que tout change très rapidement. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'il n'y a pas une seule solution qui peut être, qui résoudrait tout. Il faut un ensemble de propositions et puis de solutions. Nous, on en a développé beaucoup, mais on a à peu près 3 grands champs d'action qui sont d'une part plus de transparence, plus de recherche sur ces enjeux, avoir de meilleur accès aux données des plateformes notamment, savoir comment elles fonctionnent. First is greenwashing and online ads, so programmatic advertising. So one of the immediate solutions, something I'm sure we'll cover, is thinking about more transparency and more accountability on that front. So Check My Ads is the digital advertising watchdog. We are shining a light in dark corners of the digital advertising industry. And essentially, right now, advertisers have very limited visibility into where their ad dollars are actually ending up. And they might be inadvertently funding climate disinformation or hateful content even when they don't want to be. And so we're essentially trying to bring more transparency and accountability to the digital advertising. So you expose them when they fund harmful content. That's amazing. Le second, c'est sur la régulation. Et donc là, en Europe, on a la chance, on a ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA, qui met une série de cadres en place, et notamment sur la promotion de l'information fiable. Et puis, il y a quand même un troisième pilier d'activité qui est sur ce qu'on appelle l'éducation aux médias, mais moi, j'irais même plus loin, c'est l'éducation à cet espace digital. Donc, entre autres, la Chaire, on a une équipe de veille. À chaque semaine, notre équipe va regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Donc, on regarde autant différents groupes qu'on suit, différents influenceurs qui partagent de la désinformation, mais aussi des sujets polarisants, les conflits, les sujets qui peuvent créer des tensions sociales pour voir de quoi on doit se préoccuper et sur quoi on doit agir. Et cette veille-là nous a amené à voir que, notamment en ce moment, justement, la désinformation climatique semblait prendre beaucoup de place. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite aussi sur notre capacité en tant qu'utilisateur à sortir de ces bulles, à aller chercher de l'information qui ne nous est pas seulement proposée. Il faut qu'on arrive à passer d'utilisateurs passifs que nous sommes. On a du contenu, c'est très facile, c'est très agréable, on a des trucs fun, on a des trucs moins fun, on a des trucs sensationnels. Et il faut qu'on devienne des utilisateurs actifs, c'est-à-dire c'est à nous de décider ce qu'on veut voir, comment on veut le voir, quand est-ce qu'on veut le voir. Je pense qu'il faut comprendre la désinformation non pas comme étant des comportements de personnes, mais une infrastructure qui a été créée qui permet ça. Et donc, le travail qu'on a à faire de notre côté, c'est de travailler pour démanteler cette infrastructure-là, c'est-à-dire on a besoin de réglementer les plateformes, réglementer et travailler sur l'éducation du public. Mais comment on fait justement pour renforcer cette littératie numérique, ces pratiques-là? Aujourd'hui, les sujets de grandes plateformes du numérique, Facebook, c'est quand même plus de 3 milliards d'utilisateurs à travers la planète, et avec les mêmes algorithmes, les mêmes systèmes de curation et de modération des contenus. Donc là-dessus, je pense qu'il faut avoir une approche qui peut être un peu plus globale, et surtout d'avoir ça tout au long de la vie. Moi, je suis toujours assez frappé, je vais à beaucoup de panels, et puis on a souvent des gens d'un certain âge qui nous expliquent qu'il faut absolument éduquer la génération qui est plus jeune, parce qu'ils vivent dans une espèce de post-vérité. Il y a des chercheurs qui ont fait ça, notamment à l'Université de New York, qui ont montré que celles et ceux qui diffusaient le plus de désinformation, c'était les 60 ans et plus.
Donc c'est très important de ne pas seulement se dire que c'est les jeunes qu'il faut éduquer, c'est vraiment tout au long de la vie qu'il faut faire ça. Et là, on peut avoir par exemple mobiliser les entreprises pour proposer comme ça des modules d'éducation à l'espace informationnel. Et aussi travailler à propager aussi la science, les faits, le dialogue. L'autre chose que j'ai appris ce matin que je trouve intéressant, c'est qu'on peut inoculer les gens à la désinformation, un peu comme si on les vaccinait sur la désinformation, en leur présentant des faits alternatifs ou des messages de désinformation, puis en leur montrant le mécanisme qui a fait qu'ils l'ont cru. Ben, c'est des petits posts, c'est la même chose qu'on voit là. Par exemple, je sais pas moi, la Terre est plate ou des choses comme ça, mais en ayant une façon d'intervenir rapidement, puis ça fait en sorte qu'ils voient les mécanismes qui s'activent, qui font qu'ils sont tombés dans le piège. Il y a des études qui montrent qu'après ça, les gens sont beaucoup moins réceptifs à la désinformation. Quand on parle du problème de la désinformation climatique, on a l'impression que ça va au-delà de juste connaître ce qu'on nous apprend souvent à l'école. Comment on dépasse ça? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il s'agit de faire sens du problème en intégrant peut-être des angles morts qu'on n'aurait pas vus? Ce n'est pas juste une question d'amener la bonne information aux personnes. Il faut pouvoir faire lien avec ces personnes. Il faut pouvoir les toucher autrement. Et je pense que c'est via la multidisciplinarité qu'on a des chances de générer, qu'émergent ces nouvelles sortes de sociabilité. Par exemple, la parole artistique est, d'après moi, une avenue très intéressante qu'on oublie souvent. L'art nous touche autrement ou différemment que, par exemple, la parole scientifique. Il y a un projet vraiment intéressant dont tu es en charge, la plateforme donnéesclimatiques.ca. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, absolument. C'est un projet dont le crime est le maître d'œuvre. Notre rôle au crime, c'est vraiment de mettre en œuvre ce site-là, de le développer, de le supporter. Si on simplifie, qu'est-ce que c'est le portail? Des données scientifiquement validées, collectées par Environnement et Changement climatique ou ses partenaires, des experts du climat à travers le Canada qui valident des cas d'usage. Puis, si on s'imagine de façon très simplifiée, aujourd'hui, tout le monde sur son téléphone a une application météo pour savoir ça va être quoi la température dans les, mettons, 14 prochains jours. Et le portail données climatiques, on peut s'imaginer, c'est un petit peu la même chose, mais si on se projette sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou dans 30 ans, quelle va être la date du dernier gel en Gaspésie ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ce que le portail permet de faire. Ça s'adresse à qui? Des municipalités? Qui peut s'en servir, en fait? Des praticiens dans plusieurs secteurs, des professionnels, des décideurs, tout comme des communautés, des gens du secteur public, du secteur de la santé. On veut que l'information sur les changements climatiques devienne accessible aux décideurs de la société. Mais oui. Donc là, décideur, c'est très large. Ça peut être un urbaniste qui veut faire des plans pour minimiser les îlots de chaleur. Ça peut être un ingénieur civil qui veut faire un nouveau pont à Rimouski. Ça peut être Industrie un de médecin de santé publique qui s'intéresse à la propagation de maladies, tout ça, des agriculteurs. Puis, avec la nouvelle version qu'on vient de lancer, on a fait que le système, le portail, il est beaucoup plus simple d'utilisation. La navigation est plus simple. C'est intuitif. C'est intuitif et donc, tu n'as pas besoin d'être un climatologue ou d'être scientifique de données pour utiliser le site. Et la version 3 qu'on anticipe, parce que le projet est encore en cours, c'est d'intégrer plus de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant de voir avec toi l'exemple de l'IA, qui, bon, là, on a parlé beaucoup aujourd'hui de désinformation causée par l'IA, amplifiée par l'IA, puis là, c'est l'IA qui pourrait être une solution finalement pour mieux informer, puis anticiper, puis faire de la projection dans un monde où la désinformation prend beaucoup de place, puis la désinformation issue d'un discours, on va peut-être
être en déni du changement climatique. Là, on est complètement ailleurs. On dit carrément, on est capable d'anticiper des années à l'avance les impacts des changements climatiques, si je comprends bien. Là. Écoute, au regard de tout ce qu'on a eu au sommet comme information, on voit qu'il y a des pistes concrètes quand même de solutions. Je pense que on va suivre ça de près. Hey you, I'm Jennifer Irish. Today I fancy myself as Princess Leia. Why? To get your attention. Why? Because our information ecosystem and our natural ecosystems are deteriorating. At this summit, we have pooled the best of our collective knowledge. Researchers, frontline practitioners, journalists, technologists, activists. We've learned how to build resilient coalitions, how to use AI with integrity, how to translate complex science into honest, compelling public messages, and how to stop false, toxic narratives from spreading. Imagine if we could upload all that wisdom. If we could upload it all, say, into a droid, and ship it to a new world, perhaps to a galaxy far, far away. It's a fun thought, but there's no escape hatch. There's no backup planet. So this is not a spectator moment. You're not a droid. You're the only hope. Vous avez entendu Jennifer, ou je devrais dire Princesse Leia. La force est avec vous maintenant.